Bienvenue sur Amigol tout le monde. Ça faisait 1 mois et demi, voire 2 mois qu'on n'avait rien posté. On avait disparu. C'est trop long. Les vacances obligent, on est obligé de respirer un peu. Donc ça fait plaisir d'être de retour. Aujourd'hui on est 3. Oliver. Merci à toi encore de nous tendre le micro, parce que franchement c'est vrai que je commence à parler tout seul là cet été et ça commence à être compliqué, il y a beaucoup de choses. Donc franchement voilà, Oliver pour l'amour du jeu et content d'être là. La classique. Mister Aimé, notre star, parce que c'est une grande star maintenant. Oui, c'est un grand monsieur, star des réseaux, star de TikTok, tout ça. Donc ça fait plaisir de t'avoir. J'ai juste pris une sauce, hein, alors. Non, en tout cas, ça fait plaisir, très content de pouvoir échanger sur le début de la saison, etc. Il y a pas mal de choses qui nous attendent. Ça va être intéressant. Je suis très pressé d'entendre Oliver sur l'OM, en tout cas. Ah ouais. Parce que je sais qu'il parlait tout seul oui, sur ça. Oui. Enfin, les gars. On était là en train de s'envoyer des messages interposés. On voyait, parce que vraiment, tout ce qui s'est passé sur l'OM cet été et puis ces derniers jours, je voulais trop voir ses réactions. J'attendais que ça. Donc c'est bien lourd, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, nouvel épisode Amigol. Aujourd'hui, on va revenir bien sûr sur l'actualité de nos 5 grands championnats. On va revenir aussi effectivement sur ce qui s'est passé sur les tirages de Ligue des Champions. Ouais. Les clubs français, leurs tirages, on va revenir là-dessus. Bien sûr, on ne les connaît pas par cœur, mais on sait qu'il y a des grosses affiches qui arrivent. Notamment pour Marseille, notamment pour Paris. Ça va chauffer dur. Exactement. Bon, là on va se lancer Ouais. directement dans le vif du sujet. Pour vous, j'aime bien poser ce genre de petites questions avant de commencer. Pour vous, c'était quoi l'information chaude de ce mercato, de ces vacances, avant qu'on puisse avancer dedans? Vas-y, Aimé. Bah, côté football français, pour moi, c'était Rabiot et l'OM. Hein. Ah, moi, je vais rentrer directement dedans. Ouais. Vraiment, pour moi, c'était. Il veut la bagarre. Non, parce que en soi, ça a été une situation où on a eu beaucoup de retournements de situation, des choses qui ont été dites, qui ont été ensuite annulées, mais qui au final se sont retournées à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été un feuilleton de tout instant et au final, on savait plus où donner de la tête. Et bon, là, maintenant, il y a une conclusion. Rabiot est bel et bien parti. Et pour moi, ça, c'était la grosse info niveau football français. Et sinon, deuxième info, ça là, c'est de toute façon un peu plus global, c'est le mercato de Liverpool. Ouais. Qui a dépensé du coup plus de C'est le 500 record. millions. C'est le record. Jamais vu. Après, ils ont beaucoup vendu. Faut pas l'oublier de le dire, ils ont beaucoup vendu. Merci, Aimé, Et même en merci. termes de balance, je crois qu'ils sont même en dessous d'Arsenal en termes de Exactement. balance de transfert. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu un mercato aussi incroyable. Parce que là, ils ont fait Isaac du coup hier, ça a été officialisé. Avec Kététiki, ça va être aussi intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont gérer tout ce qui est concurrence, etc. Mais ça va être aussi une grosse équipe à suivre prochainement. Très bien. On reviendra sur le sujet. T'as donné 2 vrais sujets là en vrai. Ouais, Même- sais, ça. Il y en a deux dans un seul. C'est très bien. Et j'ai pas mal de questions là-dessus justement. Mais on n'a qu'1 heure, donc il faut qu'on puisse balayer tout ça très rapidement. Oliver, ton info. Ouais. Je pense que Rabiot, forcément, tête de gondole. Non, on va pas forcément rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que je pense qu'après tu vas nous ouvrir la porte et directement on pourra un peu détailler tout ça. Mais effectivement, moi, d'un point de vue juste supporter, c'est vrai que c'était très important de voir l'an 2 de De Zerbi. La manière dont que ça soit Longoria et Benassia allaient s'orienter vers maintenant le nouveau projet qui devait être la confirmation de l'année 1. Donc oui, effectivement, pour moi, le mercato, il était très important du côté de l'Olympique de Marseille. J'avais aussi un œil sur la gestion du PSG, des différents cas comme Donnarumma ou autres. Donc en fait, moi, c'était important pour moi de voir comment ils allaient basculer suite à cette victoire, ce sacre final. Et puis d'un point de vue juste on va dire européen, c'est vrai qu'on ne pouvait pas passer à côté de la montagne d'argent qui a été dépensée par Liverpool, et ça nous résume tout simplement le fait que le mercato globalement il se passe en Angleterre. Ouais, et même toute la première ligue. Hein. Ouais, Parce toute que la j'ai vu, première on ligue. a vu aujourd'hui, je crois que la première ligue, juste la première ligue, ils ont dépensé plus que l'ensemble des 4 autres grands championnats. Exactement. Voilà, c'est quand même. Après, on va pas se mentir, je pense que c'est sans doute avec le championnat allemand, les championnats qui se portent le mieux financièrement. En Ligue 1, aujourd'hui, on sait ce qui se passe en Ligue 1, ils veulent revoir le format de la Ligue 1 pour faire plus d'argent. En Espagne, on sait très bien que, Negreira, restrictions financières, t'as des clubs qui sont obligés de balancer des joueurs
faire quitter leurs attaquants, leurs défenseurs, parce qu'il y a des restrictions. Et on ne parle même pas du cas de Barcelone. Ouais. Surtout le cas de Barcelone, carrément. Oui, c'est pour ça que limite, on peut les mettre de côté. Pour moi, c'est limite un cas à part. Ils ont encore dû faire un prêt de dernière minute pour pouvoir enregistrer Bargy. Donc, le championnat allemand, ils n'ont jamais eu de problème. Championnat anglais, on connaît leurs droits audiovisuels. Donc, ils sont toujours en pleine forme. L'Italie, bon, leur mercato... L'Italie, c'est compliqué aussi. L'Italie, leur championnat, leur mercato est fidèle à eux-mêmes. Oui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand même, on avait... avant, il y avait quand même des petites grosses têtes qui pouvaient arriver au Milan, qui pouvaient arriver à l'Inter. Là, on sent vraiment qu'à chaque fois, chaque arrivée, c'est calculé, c'est du prêt sec, c'est du prêt avec option d'achat, mais pour l'année prochaine. On va acheter des joueurs assez vieux. Du prêt retraité. Kevin De Bruyne, etc. Donc, c'est vrai que l'emballement sur le championnat italien, il ne faut pas oublier que même qu'en France, on a passé quasiment une année où il n'était quasiment pas diffusé, ou en tout cas très peu visible. Très peu visible. Voilà, très peu visible. Disponible maintenant sur l'équipe TV. Ouais. Donc, c'est... DAZN aussi, il me semble, non ? DAZN et l'équipe TV, c'est pour te rendre compte de la chose, c'est ça. du gouffre qu'il y a avec les autres championnats. Donc, voilà. Vous avez énoncé des beaux sujets. Vous voulez commencer par quel championnat ? Parce qu'on a eu des belles choses. Est-ce que vous voulez commencer par le plus palpitant ? Est-ce que vous voulez commencer ? Je pense championnat français. Tu veux attaquer directement ? Je pense qu'il faut rentrer directement dans le sujet. Surtout je suis d'accord avec toi. Surtout, je pense qu'on a terminé, nous, la saison où on a parlé globalement de ce qui s'est passé en Europe avec le PSG, mais notre bonne vieille Ligue 1, qui en plus a connu moult rebondissements, ne serait-ce qu'en termes de diffusion des droits télé. Est-ce qu'à un moment donné, ça sera DAZN ? Mais non, sujet qui n'est toujours pas clos. Est-ce que c'est Canal+, etc. Et là, finalement, on en vient à créer nous-mêmes notre propre chaîne. Et donc, ça veut dire créer sa propre chaîne. C'est aussi ne pas savoir à quel montant on va recevoir des droits télé, ce qui influence directement nos clubs, dans le sens où quand on sait qu'un club français est tributaire à quasiment 70 ou 80% des droits télé, et ben forcément, à ce niveau-là, ça va venir entacher le recrutement et le marché des transferts de notre Ligue 1. Notamment, surtout pour les clubs, les plus petits clubs. Exactement. Les clubs comme Reims, qui ont... En fait, beaucoup de clubs de Ligue 1... Après, Reims, ils sont descendus, là, non ? Ouais, ils sont descendus, mais je prends ce cas-là parce qu'en Ligue 1, on a beaucoup de clubs similaires. L'année dernière, quand ils étaient là, ils souffraient énormément. Tu as eu le cas de Brest qui était en Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions leur a fait beaucoup de bien. Bien sûr. Leur a fait financièrement énormément de bien. Et tu as beaucoup d'autres clubs qui auraient voulu être dans cette situation-là, qui ont des droits très faibles, et sans parler de la gestion calamiteuse de leur président. Exactement. Pour revenir là-dessus. Donc, après... Pour moi, en dehors de tous ces droits TV et tout ça, est-ce que justement notre championnat de Ligue 1 n'est pas redevenu super intéressant ? Moi, je le trouve qu'il est devenu très intéressant, notre championnat de Ligue 1, notamment avec le mercato qu'on a eu, Paris à part. Marseille, il y a eu un très bon mercato. Monaco, ils ont eu un très bon mercato. Pour le club que... Pour moi, j'ai un problème avec ça, en fait. Ils ont un sacré gouffre. Ils reviennent de loin. Après, effectivement... Il y a des pépins. De toute façon, je pense que juste après, je te redonne Aimé, mais ça résume tout simplement quand on regarde le mercato et surtout quand on regarde ce qui s'est passé la saison dernière, c'est que ce championnat est réellement à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on va commencer le championnat et je pense que Aimé n'est peut-être pas forcément supporter d'un club de Ligue 1 ou autre, donc c'est-à-dire qu'il a une vision un peu différente, mais très clairement, je pense que quand il regarde notre championnat, il se dit mais ça c'est le championnat où le PSG il termine avec 20 points d'avance et que le second il se fait taper, donc Paris-Marseille aller-retour. Et là, en fait, on veut créer un buzz. C'est donc, ça. En fait, je suis d'accord. Très clairement, notre championnat il est à deux vitesses. Comment on peut créer un engouement quand on sait très bien qu'à la J1, on va avoir champion le PSG, que le PSG commence sa saison limite en mettant équipe 2, quasiment durant 3-4 journées, et qu'après, à la 5e, 6e journée, ok, d'accord, vas-y, allez, là, on fait rentrer. Là, on y va sérieusement, artistes, etc. Oui. Mbaye et tout, bon, allez, commencez à remettre votre bleu de chauffe et tout, parce que très clairement, là, maintenant, c'est l'heure des artistes. Donc, en fait, c'est juste ça où je pense que quand moi, je suis supporter, tous les ans, je vais la regarder ma Ligue 1. Quand il y a le moment du mercato, je vais me hyper, etc. Maintenant, très clairement, je sais très bien qu'il y a des matchs sur lesquels c'est fait d'avance. Paris-Marseille, je vais faire monter la sauce.
Mais à un moment donné, Il faut vendre la chose. Il faut vendre la chose. L'année dernière, quand je suis allé au Vélodrome et que je vois 1-0, alors que je me suis même pas encore assis, que je vois Harit, il lève sa jambe, carton rouge, et que genre on est à 3-0 à la 45e minute. Mais en fait, très clairement, je me dis, ok, d'accord, très bien, je me suis hypé. Maintenant, éteins ton téléphone, mode avion, et puis on ne va pas pendant une semaine. Logique, t'es obligé. Mais après, je me dis, comme tu l'as dit, c'est à double vitesse. Mais nous, on est obligé de s'y faire à ça. Oui, je pense qu'on est vraiment le seul championnat, on est obligé de s'y faire à ça. Et c'est justement notre manière de se dire, bon, je vais peut-être trouver cet intérêt de regarder la Ligue 1. Sinon, en vrai, tu ne vas pas la regarder si tu pas. Ouais. Oui. Après, nous, on se connaît. On sait qu'on est des hommes, on regarde la Liga. Il y a une certaine attractivité parce que tu as des clubs qui sont plus joueurs que d'autres. Cette année, je pense qu'il y a beaucoup de clubs en Liga qui vont faire leur coup, qui vont pouvoir placer des coups. Parce que je pense que le Real et le Barça ne vont pas être au top. Mais pour rester sur la Ligue 1, Paris premier. Vous, au vu des choses qui sont passées, Monaco, on voit que Lyon, qui a été repêché à la dernière minute, il est en train, parce qu'en vrai, ils ont fait un bon démarrage. Ils ont fait un bon démarrage. Et en vrai, je me dis, c'est pas plus mal, parce que ça aurait été bête de les voir en Ligue 2 avec l'équipe qu'ils ont. À qui, Lyon ? Oui, Lyon. Okay. Pas, c'était eux qui se sont fait repêcher. Oui. Bien sûr. Ça aurait été bête de perdre les Olympicos, de perdre un Paris-Lyon. Et en plus, comme je l'ai dit... je fais exprès. C'était il y a 2 jours. Enfin. Défaite. Vous pouvez pas passer à côté. Bah oui. Et j'ai pas regardé le match. Ça avait l'air d'être un match assez serré. Je sais pas trop. Ça, tu me diras si toi tu l'as regardé. Bien sûr. Après, j'ai vu que... Je sais pas s'il y avait des frasques, il y a eu des cartons rouges assez rapidement, c'est ce que j'ai pu voir. Mais par rapport à Lyon et à la Ligue 1, ça aurait été bête de perdre une équipe comme Lyon. Et je me dis qu'à côté, tu as des équipes comme Monaco qui, parfois montrent une certaine forme de nonchalance, de dilettante sur le terrain, alors qu'ils peuvent être vraiment flamboyants. Bien sûr. Ils peuvent écraser leur adversaire. Sincèrement, je pense que c'est une équipe qui peut beaucoup écraser quasiment la moitié du championnat. Mais bon... Il y a de la suffisance. En fait, c'est très compliqué. Par exemple, sur un club comme Monaco, qui est effectivement avec... on voit Monaco, Marseille, normalement, comme dauphin du PSG, qui doit, par rapport aux moyens et par rapport aux joueurs qu'il y a, être réellement un acteur majeur de notre Ligue 1, c'est-à-dire se qualifier régulièrement en Ligue des Champions. C'est très important que ce club-là, après, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, comme moi, je suis pas forcément friand de Lyon et tout, mais c'est important qu'il soit là. Après, Monaco, le cas de Monaco, je suis allé au stade là contre le Havre, c'est qu'ils ont les qualités de leurs défauts. Ça veut dire qu'il y a très peu d'engouement, mais c'est-à-dire que moi je te dis ça, très peu d'engouement, vraiment à l'instar de il y a à 200 km du feu de Marseille, où effectivement l'engouement est à son maximum, mais ça peut nous desservir. C'est-à-dire qu'à Monaco, en fait, tu peux être tes seconds, tu perds contre le Havre, tu perds contre Saint-Etienne, personne ne va rien te dire, il ne se passe rien, le lendemain tu peux aller chercher ta baguette, etc. Personne ne va te taper sur l'épaule. Mais de l'autre côté, quand vraiment tu vas avoir normalement un engouement, un élan, en fait très clairement, genre ton dossier il va passer en dessous de la pile, parce que derrière, donc c'est les qualités de ses défauts. Mais moi ce que je trouve très intéressant à Monaco, c'est qu'ils arrivent à avoir un très bon centre de formation et à laisser du temps pour faire éclore leurs pépites. Et là, aujourd'hui, c'est là où on voit que depuis pas mal d'années, ils ont une balance de transfert et ils arrivent à très bien vendre aussi. Une très bonne gestion. Parce que c'est plutôt calme. L'environnement, il est sain. Et effectivement, si on est agent de joueur, on doit orienter normalement son petit joueur, son poulain, vers des clubs comme Monaco pour après aller tutoyer les sommets. Totalement. Je suis totalement d'accord. Après toi, je sais que tu regardes un peu moins la Ligue 1, tu le suis. Ouais. Mais j'ai quand même suivi 2-3 choses. En tout cas, quand tu parlais d'engouement, etc., qui des fois peut desservir, c'est justement un peu ce qui s'est passé à Marseille. Parce que avant que la saison commence, ce qu'on avait vu avec de nombreux supporters de Marseille, on avait vu un mercato des Igor Pekchao à 30 millions, etc. On a vu un engouement, on a vu des gens nous dire que cette année, on va concurrencer le PSG, on peut faire quelque chose, etc. Et dès qu'il y a eu, et justement, en fait, dès qu'il y a eu, il y a eu un engouement tellement fort que dès qu'il y a eu cette défaite à Rennes sur une première journée de championnat, donc en vrai, tu peux perdre un match de championnat. Il y a une manière de perdre. Ouais, mais quand même, mais ça explose directement. Tu vois, même s'il y a des manières de perdre, ça explose directement. Derrière, t'as une bagarre, il y a des coups de poing. Ensuite, il y a tout cet aspect de gestion par rapport à cette affaire, parce que il y a Rabiot. On nous dit d'abord que il va partir. Ensuite, on nous dit que la porte est ouverte
ouverte. Voilà. Ensuite, on nous explique que la porte est ouverte. D'abord, De Zerbi qui lance une première hostilité. On sait pas trop s'il en a parlé avec justement le président. Du coup, déjà, ça laisse un petit peu de. Enfin, ça laisse. En fait, on sait pas vraiment. C'est bon, on sait plus vraiment. Donc, interprétation. Ça laisse trop de confusion. Trop de confusion. Je parlais encore aujourd'hui de ça avec certains collègues de travail, notamment supporters de Marseille, qui disaient que Marseille, c'est le club quand tout va bien, en fait, tout va mal après. Exactement. C'est ça. Quand tout va bien, c'est qu'il y a un truc qui va se passer. Il y a un truc qui va se passer. Ouais. Et justement, on disait que le mercato était beaucoup trop beau. Était beaucoup trop beau, ça se passait, c'était beaucoup trop calme. Beaucoup trop calme. Et première journée, ça explose, comme Aimé le dit. Il y avait des beaux noms qui arrivaient. Et sincèrement, au vu de la fin de saison qu'il y a eu du beau jeu, il y a eu des belles choses. Et là, j'ai l'impression que Marseille va être cette équipe qui va être forcée de jouer le milieu de tableau. Qui va devoir se battre pour peut-être jouer une Ligue Europa si les choses non mais je fais exprès parce que justement en vrai parce que à chaque fois que ça vous est arrivé à vous à Marseille qu'il y a des pépins comme ça, que on s'attend à ce que vous jouiez la Ligue des Champions, mais c'est là que vous foirez un peu tout, vous vous retrouvez à vous battre pour des places qui ne sont pas censées être les vôtres alors que vous méritiez beaucoup mieux. Et surtout, ce qui me gêne aussi un petit peu avec la gestion de l'OM de façon plus globale, en dehors de même ce qui s'est passé cet été, c'est que j'ai l'impression que chaque année, t'as une nouvelle équipe. C'est-à-dire que chaque année, t'as beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, beaucoup de hype aussi. Mais ensuite, l'année d'après, t'en fais repartir beaucoup. Il y en a d'autres qui viennent et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à construire une vraie équipe, une vraie colonne vertébrale sur la durée. Et là, du coup, maintenant, Rabiot qui a à peine 2 semaines qui disait qu'il voulait s'inscrire dans la durée à l'OM. Là maintenant il s'en va au Milan AC alors que c'était, on va dire, quelqu'un qui était fort dans ton équipe. Ça aussi, ça fait un petit peu mal, quoi. Alors effectivement, vous avez énoncé quand même pas mal d'arguments et je vais commencer donc à évoquer ce sujet marseillais. C'est que moi, quand je termine la saison dernière, et j'en parlais avec tout le monde, je disais, moi, mon objectif sur une saison où tu n'as pas la Ligue des Champions à Marseille, c'est de pouvoir déjà sécuriser ta 2e place, voire ta 3e place pour être qualifié directement. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à horizon de la fin de DAZN, etc., et comme je l'ai dit, de l'importance des droits télé, et de ce qu'on a vu du PSG par rapport à ce que ça leur a apporté, être en Ligue des Champions, c'est obligatoire si tu veux passer un step. Parce que selon moi, quand tu vas être qualifié en Ligue des Champions 3-4 fois de suite, le gouffre, il va tellement s'élargir entre des clubs qui ne vont pas aller en Ligue des Champions, des Lens, des clubs comme ça, etc. Et ceux qui vont y aller régulièrement, que si tu es dans le train de la Ligue des Champions, plus on sait jamais, mondial des clubs, etc. Au final, ton championnat, tu sais qu'avec ton effectif, tu vas pouvoir terminer 1er, 2e, 3e. Donc moi, à la fin de la saison, j'étais globalement satisfait de pouvoir aller directement en Ligue des Champions. Je pense que beaucoup de supporters marseillais étaient globalement satisfaits. Parce que c'était la feuille de route du début et on y est arrivé avec, avec pas mal de péripéties. Maintenant, quand j'arrive en année 2 de De Zerbi, je me dis, d'accord, très bien, l'objectif lors de ce mercato, c'est de sécuriser tes cadres. Sécuriser Rouli, qui a été performant. Sécuriser Balerdi, qui avait été performant. Sécuriser Højbjerg. Non, le timing de Balerdi, mais en tout cas la saison dernière, Balerdi, Højbjerg, pouvoir garder Rabiot, pouvoir aussi t'appuyer sur Greenwood. Quand j'arrive à Rowe, pour moi Rowe c'était c'était un peu plus en dilettant quand même. C'était justement dans le sens où tu as tes cadres et tu as des joueurs comme Rowe justement que tu dois mentalement mettre dans les bonnes conditions pour justement pouvoir appuyer ces joueurs autres cadres. Tu vas avoir des cadres comme Greenwood, tu vas avoir des cadres comme Rabiot, quand tu vas justement rajouter des seconds couteaux qui, eux, vont pouvoir justement pallier ces cadres-là. C'est ça que je veux dire. Mais donc ton objectif, en tout cas mon objectif numéro 1, c'était de sécuriser ça. Ça a été fait parce que jusqu'à Rabiot, tu as gardé tous les joueurs majeurs. Et on savait très bien que si tu n'avais pas été en Ligue des Champions, tu aurais laissé partir Højbjerg parce que salaire, etc. Donc très bien. Maintenant, effectivement, j'arrive en année 2 et là, je vois que, comme Aimé l'a dit,
avec tout l'engouement qu'il y a eu du documentaire sans jamais rien lâcher, etc., avec aussi des recrutements qui ont été très bien manœuvrés par Deserbi, Longoria et Benassia, on arrive à sécuriser normalement la plupart de tes joueurs très tôt dans le mercato. Oui. C'est important parce que préparation, etc. Maintenant, quand je vois, après on évoquera plus spécifiquement Rabiot, mais quand je vois que en J1 et avec tout l'engouement que t'arrives à péter un câble sur un match que tu as perdu, mais un match que tu as perdu comme plein de matchs que tu as perdu la saison dernière, où tu étais face à un bloc bas et que tu devais trouver des solutions. Donc en fait, pour moi, la défaite, tu devais gagner parce que tu étais à 11 contre 10, mais c'était pas non plus alarmant, etc. Maintenant que qu'on en vient à se taper dessus, etc., tu te dis, effectivement, l'engouement, la pression qu'il y a à Marseille fait péter des câbles à des joueurs qui ont de l'expérience et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tomber là-dedans. Ça n'a jamais daté d'aujourd'hui. Maintenant, je pense juste, encore une fois, cet engouement à Marseille, ça a toujours été comme ça à Marseille. Je me souviens je ne sais pas si c'était il y a 1 ou 2 saisons, Marseille avait énormément de mal à gagner chez eux. Bien sûr. C'est comme s'ils subissaient une énorme pression, alors que normalement tu es censé jouer chez toi et tu es censé rouler sur tout le monde sur ton terrain. Il y a aussi la ville de Marseille. Cet engouement est vraiment, je trouve que demain tu me dis je suis pro, c'est énorme, je signe à Marseille, c'est fantastique. Maintenant me concentrer sur le football avec tout ce qui se passe autour, se concentrer sur le football à Marseille, je pense que c'est une des villes où c'est le plus compliqué, c'est le plus dur d'être vraiment focus. Moi, entre les supporters qui te mettent une énorme pression. Là, on parle de la médiatisation du PSG et tout ça, mais je pense que celle de Marseille, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. De toute façon, non mais ça n'a rien à voir. Genre, je vais dans ton sens parce que au final, qui l'avait évoqué, Leonardo, lors de son passage au PSG, avait dit, mais la ville de foot en France, c'est Marseille. Mais tout le monde le dit. Et en fait, c'est-à-dire que carrément, quelqu'un qui fait partie de l'institution parisienne dit que, effectivement, à Paris, on aime le foot et tout, mais la dimension qu'il y a à Marseille te permet, quand t'es très haut, de monter encore plus haut et que tout le monde, au final, en parle. Mais quand t'es très bas, quand t'as une défaite, mais en fait, genre, c'est fini. Mais moi, c'est à Marseille. Mais je te jure, genre, en fait, genre, tu vas prendre un café, etc. Tout le monde parle de ça, tout le monde a la grise mine, etc. Ouais. Comme si, en fait, réellement, c'est quelque chose qui affecte la personne. Exactement. Il y a des défaites, ça t'affecte en tant que personne. Mais il y a, en Europe et en France notamment, il y a très peu de villes comme ça. C'est la seule, je crois. Je crois que c'est la seule ville. Mais par contre, moi, je me considère comme catalan. Je viens pas de là-bas. Pour avoir parlé avec des Catalans, quand il y a un match qui arrive, mais il faut pas les voir. Les mecs sont pessimistes. Les mecs sont pas à l'aise. Ils sont pas bien. T'as beau avoir la plus grande équipe du monde, mais ils sont pas bien du tout. Donc, il y a très peu de villes comme ça. Tu vas avoir Naples, tu vas avoir Marseille, tu vas avoir Barcelone, tu vas avoir certaines villes où il faut être en pagaille. Et je pense qu'il y en a aussi quelques-unes en Angleterre comme ça aussi. Ouais, sûrement. Voilà. Et ce qui vient rajouter à ça, et parce que effectivement, tu as parlé d'un environnement qui pouvait être hostile, etc. C'est que en plus d'avoir l'environnement qu'il est ce qu'il est depuis des années ou autre, c'est que là, à ta tête, tu as des passionnés. En plus de ça, ça veut dire que tu as un mec comme Longoria qui vit les matchs, il est en transe à chaque fois qu'il y a des caméras sur lui, on voit que le gars il tremble, etc. Donc en fait, c'est un mec qui connaît très bien le foot. Il est passé à la Juve, il est passé à Valence, etc. Il va aller, en tout cas sur ses premières années, il a été chercher des joueurs, des prêts, des montages. Il s'y connaît. Le mec, c'est football manager. Et à sa tête, t'as Deserbi qui aussi vit le football d'une certaine manière, qui à travers genre les documentaires et même sa manière de parler foot, tu sens que c'est un passionné. Mais en fait, feu plus feu fait que incendie. Explosion, incendie, tout ce que tu veux. Capable de faire incendie un mec comme Rabiot qui a normalement la tête sur les épaules. Le gars, regardez, genre le mec il est passé à la Juve, il est passé au PSG. À aucun moment on l'a vu autant animé que là, durant son année marseillaise, ou quand il allait célébrer les buts, etc. Voilà. Je pense qu'il n'a jamais été autant je pense qu'il n'a jamais été autant médiatisé. Je pense pas animé, mais médiatisé que à cette période de sa carrière à Marseille, parce qu'on sait qu'il est passé à Paris, mais même à Paris, il a eu des postes où il était titulaire, il a eu quand même été important, mais la médiatisation n'était pas aussi forte qu'à Marseille. Il n'y avait pas les projecteurs vraiment sur lui. Après, normal. Paris. Normal, c'est Paris. On va parler de Paris après d'ailleurs. On va revenir sur ces petits copains. Et juste sur Rabiot. Justement, je voulais venir parler de cette histoire, justement. Parce que là, vraiment, on va parler du gros de la Ligue 1. Cette histoire, moi, je me dis... Les tensions dans les clubs, c'est normal. Il y en a partout. Grand club, petit club.
comme je le disais tout à l'heure dans la journée avec certains de mes collègues, je me disais, mais c'est normal d'avoir des tensions. Compétiteur, tu veux gagner. Tout le monde veut gagner. Mais moi, je parle plus du côté de... C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû sortir. Oui, ça c'est sûr. Mais en fait, au moment où c'est sorti... Bon, déjà pour parler de Rabiot, moi je mettrais un titre, c'est tout ça pour ça. Oui. En fait, moi c'est tout ça pour ça. Tout ça pour ça dans 2 axes. Le premier axe, c'est l'axe Rabiot en tant que joueur, son parcours. Ça veut dire que tout ça pour ça dans le sens où t'es Titi parisien, tu pars à la Juve, tu arrives à Marseille, tu es effectivement ennemi numéro 1 de la plupart des Parisiens, etc. Et on en vient à raconter une nouvelle histoire. Oui, il était supporter avant, etc. Quand il était plus jeune, nanana. Et durant ces quelques mois à Marseille, effectivement, réellement top joueur, ultra performant, la bonne mentalité, il tire tout le monde vers le haut, etc. Pour qu'au final, tu te fasses expédier de Marseille par la petite porte. Ça veut dire que là, aujourd'hui, t'en viens à être ennemi numéro 1 du PSG, ok, et à Marseille, au final, de laisser un goût d'inachevé, sachant que tu devais être là aussi pour redorer un peu ton image. Surtout avec la Ligue des Champions, il devait être ce pilier, justement. C'est celui qui a été mis vraiment en tête de gondole tout l'été et même avant ça, pour la préparation justement de la Ligue des Champions. Et avec l'échange, on sait très bien l'échange qu'il avait eu avec Benassia, où effectivement c'est en grande partie Benassia qui le fait arriver à Paris. On sentait qu'il était vachement posé, même genre les relations avec sa mère, on n'entendait pas du tout sa mère durant la première année. Qui avait disparu, Quelques semaines avant, effectivement, il y avait article à la Provence où j'ai bien fait d'être à Marseille, le climat est bon, etc. Je veux rester à Marseille, oui. Maintenant, quand je dis tout ça pour ça du côté de Marseille, c'est tout ça pour ça de montrer que tu veux être une institution forte en disant qu'il y a eu bagarre, ou en tout cas en laissant fuiter qu'il y a eu bagarre, et qu'après par la suite tu te retrouves dans une situation où tu es court-circuité par Véronique Rabiot parce qu'en fait il y a eu réunion durant la journée, parce qu'en fait en gros il y a eu bagarre le vendredi, on a laissé les joueurs samedi, dimanche se reposer, etc. Mais Benassia attendait que l'un des 2 joueurs, en tout cas les 2 joueurs, viennent s'excuser. Oui. Il n'y a pas eu excuse. Il y a eu réunion lundi. Le lundi, ils ont dit ok, d'accord, bon, on va vous sanctionner. Donc à la base, la première info qui sort, c'est sanctions financières et exclusion du groupe pro. Maintenant, Véronique Rabiot, boum, directement elle appelle RTL et là elle dit oui, mon fils est indésirable, etc. Nanana. Et là, Marseille monte crescendo en disant ok d'accord, elle veut nous court-circuiter, donc on le met sur la liste des transferts, etc. Et donc en fait là t'en viens à parler d'une institution qui veut être forte, et quelques jours plus tard, quand tu vois l'emballement, quand peut-être Deserbi se rend compte qu'il va perdre l'un de ses cadres, et ben là réellement tu viens à dire oui bon peut-être que genre s'il s'excuse, etc. Gros, ça 15 jours plus tard, il s'est toujours pas excusé. Stop, merci. On savait. Après, mauvaise communication comme tu as dit, entre Deserbi qui commence à parler, et puis après, un rétropédalage où en fait on se rend compte que le joueur il est important, et c'est là où tu te rends compte de la puissance des joueurs vis-à-vis d'une institution, quelle qu'elle soit. C'est qu'en fait, le joueur il est tellement important que le club peut aussi faire bouger ses lignes en disant ouais mais c'est Rabiot. Le petit Ro, on l'exfiltre, on s'en fout, limite. Oui. Il part à Bologne, mais par contre Rabiot aussi il y a moyen, genre s'il te plaît, Rabiot, équipe de France, oui, c'est pas. Ce qui est dommage, je pense, avec cette histoire, c'est que ça aurait pu s'arrêter juste à Deserbi qui dit qu'on peut encore ouvrir une porte, etc., qu'il n'y a pas une bonne communication. Mais le truc, c'est que Pablo Longoria l'a suivi, et il l'a suivi même avec du recul, parce qu'il le dit au moins 2-3 jours après que si Rabiot veut discuter, etc., il a le droit, il peut venir, ma porte est toujours ouverte. Et au final, tout ça pour que Rabiot s'en aille. Au final, à l'AC Milan, il n'y a pas eu d'excuse. La porte, elle s'est ouverte, mais on ne sait pas s'est ouverte pourquoi. Et au final, je trouve ils ont perdu la face un peu à tous les niveaux sur cette affaire. C'est pour ça que je dis que justement, si ça avait été un autre club, je ne pense pas qu'il y aurait des fuites de ce type-là. Ouais, ça n'aurait pas pris cette proportion. Ça n'aurait pas pris une telle proportion. Je pense que c'est vraiment parce que c'est Marseille que ça a pris une telle ampleur qu'ils ont été dépassés. Surtout que même eux en plus, ils ont aussi mal géré le fait que eux aussi, Marseille eux-mêmes en tant que club, ils sont montés dans des tours en disant des trucs en mode on n'a jamais vu ça, c'est inacceptable, je peux pas me travestir pour un joueur, Deserbi l'a dit, Pablo Longoria qui dit Benassia aussi. Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'ils ont monté l'histoire à un niveau pour ensuite rétro-pédaler et pour qu'au final Rabiot parte quand même.
En fait, tu t'es juste foutu la honte. Hein. Non, mais en fait, véridique, en fait, dans le sens où tu vas aller tellement loin qu'après, tu es obligé de rétro-pédaler parce que tu te dis quand même le joueur a une importance, le joueur peut être important. Et en fait, moi, je pense à une personne dans tout ça. Moi, je pense à Benassia. En fait, moi, je pense à Benassia. Pourquoi ? Parce que je me dis, c'est lui qui fait venir Rabiot avec le gage de vous inquiétez pas, Rabiot, c'est un mec professionnel, etc. On l'a vu la première année, il sécurise le dossier. Normalement, année 2, comme tu as dit, il est sur l'affiche de la Ligue des Champions, genre de la Ligue 1+, c'est le mec fort. Et là, il en vient, parce que c'est le premier qui parle, limite après. Et il dit, oui, Rabiot, en tout cas, le groupe n'a pas été professionnel et maintenant, je suis obligé de prendre ce type de décision-là. Donc, en fait, lui-même, il se met en porte-à-faux vis-à-vis des relations qu'il avait avec l'entourage Rabiot. Et là, maintenant, son entraîneur vient un peu à le désavouer, à dire « Ouais, mais en fait, en gros, on pourrait reparler avec lui. » Donc, en fait, moi, je pense à Benassia qui, normalement, voulait porter l'institution tout là-haut, et qui a été court-circuité. C'est pour ça que tu vois que dans les clubs, c'est souvent aussi une guerre de pouvoir. Oui, clairement. Mais tu vois que Benassia, lui... Après, Benassia, vraiment, depuis son arrivée avec Longoria... Sans faute. Sans faute, comme tu le dis. Ils ont tout fait pour, justement, pousser Marseille au plus haut. Après, quand tu prends, encore une fois, cette ville... Il y a le sportif, il va y avoir les extra-sportifs avec tout ce qui va être les supporters et tout ça, qui font que vraiment... Marseille est vraiment dans un écosystème, une bulle. Et si tu vas signer là-bas, que tu es un joueur de petite ou grande renommée, il faut vraiment être préparé. Il faut vraiment être préparé à tout ça. Et je pense que Marseille a du mal à réussir depuis toutes ces années, ces derniers temps, parce qu'ils ont cet écosystème. Ils ont vraiment cet écosystème où il va falloir que leur institution prenne en maturité. Et il va aussi falloir que certains supporters ou même la ville prennent cette maturité-là. Et ça va être beaucoup plus compliqué. Ça sert à rien de... Mais pour moi, c'est plutôt le travail. Mais en tout cas, vraiment, après, je pense que quand l'institution prend une certaine ampleur, les supporters commencent à s'habituer à une certaine posture. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Il faut d'abord essayer de travailler sur soi-même, je pense, avant d'essayer. Et c'est ce que je pense que Benassia et Longoria ont commencé à faire, en tout cas. Surtout dans le choix des joueurs. Parce que c'est quelque chose que Benassia répète souvent. C'est un joueur qui est capable de survivre à l'environnement marseillais, parce que quand on voit qu'on exfiltre très vite Ismaël Koné, parce que effectivement le gars il a pas compris que entre Watford et Marseille il y a un step, quand Klaus, quand il part de Marseille part à Nice, juste à côté 150 km, mais lui-même il le dit après, il dit ouais mais en fait à Marseille je me sentais même pas homme, genre je me sentais juste joueur de foot, parce que la pression est tellement grande que tu peux rien faire. Tu ne peux pas respirer. C'est très important que ces gars-là puissent sélectionner les joueurs qui sont capables d'avoir toujours la tête froide, mais même quand finalement tu penses qu'ils ont la tête froide comme Rabiot, ils viennent en péter un câble. Mais juste pour terminer, on peut se dire, on va choisir un entraîneur qui va être beaucoup plus calme, pas comme des Herbiers, etc. On avait fait ce choix-là, on avait fait le choix de Marcelino. Non, mais on avait fait le choix de Marcelino à un moment donné, on s'est dit, lui, il va nous mettre un 4-4-2, on avait fait un bon recrutement à l'époque où effectivement genre tu prends Aubameyang, Sarr, etc. L'équipe était belle. Et en fait, le gars, vu qu'il transmettait rien et qu'en plus de ça, sur le terrain, ça faisait pas plaisir aux supporters parce que tu sortais d'une année Tudor où les gens, ils avaient adoré. En fait, le gars, on l'exfile très rapidement parce que il correspond pas à l'environnement. Tu peux pas prendre un mec trop froid non plus. Voilà. Après, pourtant, je pense qu'avec Marcelino, et on terminera là-dessus, et on pourra passer justement rapidement sur le cas de Paris, très rapidement sur le cas de Paris. Marcelino, pour moi, était un coach pour... justement permettre de remonter la pente. C'était un coach qui pouvait te donner un socle, un vrai socle à ce club-là, un vrai jeu. Maintenant, il fallait pouvoir lui laisser le temps et lui donner les joueurs pour. Mais normalement, il avait les joueurs, mais en fait, le timing de Marcelino, c'est ce qu'il a desservi, c'est que tu viens post-Tudor, les gens avaient adoré Tudor, et qu'en plus de ça, tu viens avec un 4-4-2 où ça, c'est pas forcément bien mis en place au départ, et en plus, tu viens avec l'étiquette le pote 2. Tu viens parce que tu es le pote de Longoria. Donc en fait, Longoria, il s'est retrouvé dans un environnement où à un moment donné, on lui a mis la pression. On lui a dit, mais en fait, en gros, là, genre, tu vois pas qu'on se fait chier et genre, tu veux pas changer de mec ? Pourquoi tu veux pas changer de mec ? Il est là le problème. Parce que c'est ton pote. Et il est là. Final, il est là le sujet de la maturité. On se retrouve avec 4 entraîneurs la même saison. Oui. Parce que tu fais Gattuso,
tu fais Abardonado, Putain, Gattuso, tu j'ai fais oublié. Marcelino et tu termines par Tonton Gassé. Mais il est là le problème. Jean-Louis Gasset. Il est vrai. Il est. Mais oui. Tu vas en demi-finale, Non mais. Et tu vas en Et demi-finale Jean-Louis, de Ligue Europa. Jean-Louis Gasset, c'est vraiment le choix par défaut. Ah mais parce que genre t'arrivais en bout de course, Oui, Tonton mais- Gassé il était là, vas-y viens. Mais non, viens, mais oui. viens jouer. C'est viens. totalement ça. Voilà. C'est vraiment le truc. Bon, Gasset de la Côte d'Ivoire, tiens, fini la saison. Pas des bons souvenirs Voilà. avec lui, moi. Demi-finale d'Europa, mais effectivement. Non, C'est pas non. grâce à lui. Non. On a- Côte d'Ivoire il était là. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, vas-y. Non, vraiment frère, rien fait de bon, n'importe quoi. C'est un coach qui n'a aucune vision de jeu. Ok, tu peux faire monter des joueurs, tu peux former des joueurs, ça, très bien. On est d'accord là-dessus. Ouais. Mais maintenant, te donner une institution, te donner un club et fais monter mon club ou maintiens mon Ouais. club, je suis désolé, non, c'est pas pour toi. Papy, mets-toi sur le côté. À l'époque du PSG, c'était lui qui tenait le PSG quand il y avait Laurent Blanc. Hein. Oui. Non, mais après c'était il y a une dizaine d'années, mais en tout cas Oui. c'était ça. Ok. On revient Ouais, rapidement sur Paris. Ouais. Très rapidement sur Paris. On a parlé de championnat à double vitesse. Oui. Paris est clairement dans une autre dimension pour moi. On l'a encore vu face au match, dans le match de Toulouse. Mhm. Très beau match. Et je remercie vraiment Exactement. le TFC de ne pas avoir mis le bus. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un club comme ça. Pour vous, la dimension de Paris, pour vous, au vu de ce qui s'est passé en fin de saison et vu comment il commence la saison, vous pensez que Paris montre des failles En Ligue 1 en Ligue 1? Non, il n'y en a pas. Aucune faille pour vous. Il n'y a pas de faille en Ligue 1. Enfin, en fait il peut y avoir des failles côté Paris, mais je pense que la Ligue 1 est trop faible pour les révéler. En fait, parce que Je suis je vois totalement pas d'accord. d'équipe là aujourd'hui qui va aller titiller Paris. Tu peux les titiller sur un match Paris, mais titiller Paris sur la durée en restant régulier, il y a très peu d'équipes Il y en a en très Ligue peu. 1 qui arrivent à rester réguliers. Déjà Bonne que chaque année, chaque année, même les équipes qui vont en Ligue des Champions, en fait, elles changent chaque année parce que même les clubs de Ligue 1 de façon générale, elles arrivent même pas à rester Elles régulières. sont pas régulières. Après, là, j'ai vu Strasbourg qui a recruté 18 joueurs, etc. Oui, Bon, peut-être. par le Ils biais ont de ramené Chelsea. les joueurs de Chelsea, oui. etc. Ils ont ramené Chilwell, oui. Bon, ça peut être marrant, mais je vois pas d'équipe en gros qui va venir les titiller sur Il y en a sur pas. toute l'année. Ça va être C'est beaucoup pour ça trop que je me pose la compliqué. C'est question, pour ça que là, Mais qu'est-ce que vous franchement. pensez du débat qu'on voit souvent passer, et même c'était Habib Bey qui avait été interrogé à ce niveau-là, c'était souvent les supporters parisiens, ils disent, mais en gros, le championnat de Ligue 1, il pourrait être beaucoup plus, on va dire, condensé et beaucoup plus compétitif, parce que souvent, peut-être les Marseillais disent, ou en tout cas les autres clubs, mais en gros, jouer contre Paris, c'est 2 fois dans l'année. Bien Et sûr. Ouais. En gros, après, moi je vais vous expliquer, mais je voulais avoir Je votre suis avis. d'accord. Est-ce que ça, c'est un argument de se dire qu'au final, les autres clubs de Ligue 1 ne travaillent pas assez bien parce qu'au final, c'est que 2 matchs contre le PSG? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre selon vous que simplement ces 2 rencontres-là qui ne sont pas réellement décisives? Moi, je suis d'accord avec ce que Habib Bey disait à ce moment-là. Le problème des clubs de Ligue 1, en fait, c'est que dans ce championnat, je pense qu'ils sont abandonné l'idée du titre. Mhm. Ils ont clairement abandonné Ouais. l'idée du titre et ils se disent, on va jouer Paris, ces 2 matchs-là, on va essayer de donner de notre vie. Mhm. Mais cette idée de donner votre vie, de tout donner contre Paris, contre le PSG, cette mentalité ambitieuse que vous avez, de ne pas mettre le but sur quelques matchs ou de vraiment vouloir développer un jeu, faites-le toute la saison. Je suis pas d'accord, mais vas-y. Moi, pour Vas-y, moi, je- certains je- clubs je- ne peuvent pas le faire, mais certains clubs doivent avoir cette ambition pour moi. Pour moi, il y a beaucoup trop de clubs en Ligue 1 qui abandonnent l'idée du titre et qui sont pas assez focus vraiment sur toute la longueur, sur toute la durée du championnat. Ouais, moi aussi, c'est. Enfin, pas. Pas Moi, exactement. le problème, c'est surtout, je pense, le manque de consistance, on va dire, des autres équipes. Par exemple, une équipe, parce que là, on prend le cas d'aujourd'hui, mais si tu prends il y a quelques années, une équipe comme Lyon, qui perdait énormément de points contre des équipes qui étaient censées être bien plus faibles qu'elle, pour moi, ça, c'était pas normal. Et ce genre de cas, c'est pour ça que là où, pour moi, Habib Bey, quand il dit il y a que 2 matchs contre Paris dans l'année, c'est vrai que des équipes comme Lyon, des équipes comme Marseille, qui avaient des meilleures équipes, même peut-être par le passé, ils ont souvent perdu des points. Contre des Montpellier à l'extérieur. Ils avaient du mal même à gagner des matchs à domicile contre Brest, etc. C'est-à-dire qu'il y avait aussi ce côté où ils avaient du mal à garder le rythme que Paris mettait, même si le rythme de Paris que Paris met en Ligue 1, surtout, il est infernal. Mais il y avait toujours des moments où tu te disais, c'est pas possible. Genre, chaque année, en fait, t'étais déçu. Et pour moi, si une équipe comme Lille a pu le faire, et parce que je peux prendre le cas de Lille, mais après, bon, ça reste le seul cas, on va dire, sur les 10 dernières années, parce que même Monaco, c'était une équipe d'un autre calibre. Si Lille a pu le faire, quand même, pour moi, une équipe comme Lyon aurait pu le faire. Une équipe comme Marseille, à certaines saisons, aurait pu le faire. Alors qu'on l'a vu, il y a souvent eu des saisons où il y avait 10, 15, 20 points d'avance des fois. Et moi, c'est à ce niveau-là où je trouve que, pour moi, ouais, ils auraient quand même pu mieux travailler derrière. Même si
on va pas se mentir, chaque année, du coup, vu qu'ils avaient du mal à être réguliers, des fois on voyait pas Lyon en Ligue des Champions, on voyait pas Marseille en Ligue des Champions, Paris continuait son petit train. Et du coup, petit à petit, l'écart il continue de se creuser. Ça devient limite impossible de les rattraper à un certain moment. Et moi, c'est dans ce sens-là que je dis justement, ils travaillent pas assez justement sur la durée. Même après, c'est clair que oui, toutes les équipes de Ligue 1 ne vont pas avoir le même budget que Paris pour aller se renforcer et aller chercher les joueurs qui vont te permettre de durer. Mais certains clubs, comme ils viennent de le citer, Lyon, Marseille, Lille, Monaco, pour moi, ce sont des clubs qui, oui, normalement, auraient pu titiller Paris et poser des problèmes plus souvent que ça. Franchement, juste pour ça, juste sur ce sujet-là, moi je trouve que en fait, c'est trop facile de dire ça. Et après, encore plus de la part de supporters parisiens. Pour moi, quand tu es dans cette position-là de club dominant, etc., et qui en vient à donner des leçons, pour moi, c'est comme quand tu es à la salle de sport et que genre tu as le mec dopé qui vient et qui te dit ouais, non, mais genre tu bosses mal, c'est comme ça qu'il faut bosser. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as eu des résultats et le PSG a des résultats par rapport effectivement à une puissance financière qui fait que tu passe à un autre niveau et que celui qui est derrière, effectivement, il fait ce qu'il peut travailler, il fait ce qu'il peut. Mais à la fois pouvoir être performant sur les deux tableaux, ça veut dire avoir une Ligue Europa ou une Ligue des Champions qui te prend de l'énergie le mardi, le mercredi, le jeudi et être encore performant le samedi et le dimanche, sachant que tu n'as pas la possibilité d'avoir deux équipes de même valeur et que tu vas normalement privilégier peut-être ta Ligue des Champions, fait que forcément, oui, le PSG, c'est 2 fois dans l'année. Mais moi, je te dis clairement que le PSG peut perdre des matchs contre Nice, contre Rennes. Par contre, le mindset du PSG, quand ils arrivent au Vélodrome, quand ils sont en rang, qui rentrent sur le Vélodrome, qu'on les siffle, mais ils sont là pour abattre. Ils savent très bien qu'il y a on peut perdre des matchs contre Nantes. Par contre, contre Marseille, là, on perd jamais. C'est-à-dire que nous, déjà, notre cas, il est réglé. Nous, on sait très bien que contre Paris, on va jamais prendre 2 points. Mais Si, moi je trouve pas ça normal qu'un club comme Marseille puisse arriver devant le PSG et se dire chaque année ça va être dur de prendre des points, etc. parce qu'ils en dépensent trop. Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on va essayer d'en prendre, effectivement. Mais le mindset du PSG fait qu'ils va eux-mêmes dans leur année, ce match-là, ils vont le mettre tout en haut de la liste, contrairement à des matchs contre Nice. J'ai du mal à être d'accord avec ce point de vue. Ouais, mais surtout, en fait, vous avez Nice a gagné contre Paris. En fait, pourquoi Marseille n'arrive pas à gagner contre Paris? Ouais, mais si on quand même l'approche est différente. Ce que je veux dire, mais prenons l'exemple, je crois le dernier classico gagné de l'OM au Vélodrome, c'était est-ce que c'était pas quand il y avait Messi là? C'était au 20. C'était quand il y avait Messi. Au Vélodrome. Ouais, quand il y avait Messi en Coupe de France, c'était ça. Je veux dire, avant cette victoire, je crois ils ont pas battu le PSG depuis je ne sais pas combien de temps. Est-ce que c'est quand même normal pour un club comme l'OM d'arriver sur une série de 10, 20 matchs, soit au Vélodrome, au Parc des Princes, ne pas arriver ne serait-ce qu'à gagner un match contre le PSG? Je veux dire, même s'il y a des questions budgétaires, etc., je trouve ça quand même incroyable de dire que... Non, en fait, je suis pas là forcément pour excuser. Je suis là pour dire que on pourrait en prendre, ça je suis tout à fait d'accord, parce que parfois il y a eu des matchs où ça s'est joué un peu, etc. Mais de l'autre côté, on sait aussi que ce match-là pour les Parisiens, il est top of the list. Ouais. Et dans ce sens-là, c'est qu'on a essayé, oui, on a pris, genre même durant le Covid, on a gagné un match, genre quand on était au Parc des Princes, but de Thauvin, on a mis 1-0, tout le monde derrière, ok, on a gagné, c'est bon, maintenant on a mis fin à la série. On était heureux, ok, très bien, maintenant est-ce qu'on va s'en souvenir? Non, pas forcément. Donc moi, ce que je dis, c'est que ce match-là, ça va être très difficile, et encore plus que les autres équipes de Ligue 1 qui rencontrent le PSG. Maintenant, avoir le raisonnement de simplement dire ouais, mais en fait, travaillez mieux, en gros, vous serez à 5 points. Oui, de manière épisodique, on peut avoir un Lille, on peut avoir un Monaco, mais en fait, le championnat de Ligue 1, comme il est, c'est que quand chaque année, tu arrives à construire quelque chose et que tu sais que tu vas te faire piller par les grands clubs européens, et ben en fait, ton Nicolas Pepe que tu as vu grandir, ton Hazard, etc., ben en fait, tu es obligé de tout reconstruire. Et si on arrivait à avoir un championnat fort et en gardant nos joueurs, effectivement, petit à petit, on arriverait peut-être à concurrencer le PSG. Ça a toujours été le problème de la Ligue 1, ça. Oui, mais le goût, mais genre après nous on a connu quand on était petit, c'est différent. Mais après après c'est clair que Paris a créé un gros gouffre avec ce qui s'est passé avec le Qatar, etc. Mais dans ce que tu évoques aussi, moi je vois beaucoup un problème de, certes, il y a un problème pour garder les joueurs, mais il y a aussi un problème de mindset. Déjà d'une, il y a la gestion des présidents à vouloir justement mal gérer les droits, mal gérer la gestion des joueurs. Je veux pas garder tel joueur, je vais le balancer. On forme. La France est sans doute le plus gros vivier de joueurs au monde.
tu formes des joueurs d'une telle qualité. Quand ils sortent de la France, on les voit dans les plus grands clubs. Si tu sais que tu as une telle qualité, fais le nécessaire pour les garder. Tu peux pas les garder. Ouais, non, c'est impossible. Mais oui, c'est dur. Mais après, avec 45 non, millions, oui. c'est ton budget. C'est impossible. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, j'ai parlé de la gestion des droits TV et tout ça, et la gestion des présidents. Et ensuite, il y a la vérité du terrain, l'ambition. Oui. Pour moi, il y a beaucoup trop de clubs. C'est ma vision, c'est mon point de vue. Je trouve que il y a beaucoup trop de clubs qui sont dans cette vision où il n'y a pas d'ambition de jeu. Il n'y a pas d'ambition d'aller provoquer. Ça dépend. Ça devient je suis d'accord, c'est de mieux en mieux. Je vois Lyon, j'aime bien. Lyon, il propose des choses. Okay, Mais il y a Lyon, voilà, il commence à. Mais face au PSG. Ah oui. On parlait du cas du PSG. Moi, je te dis, face au PSG. Face au PSG, on se braque tout de suite, on se dit, même ceux qui ne sont pas supporters savent tout de suite, oh Paris, un tel, oh ils vont les broyer. Ouais. Parce qu'on sait qu'en face, ils vont vouloir mettre le but. C'est pour ça que quand je parlais du TFC tout à l'heure, je me dis, ce qu'ils ont montré là, les autres clubs ne le font pas. Ils ont quand même posé des problèmes à ce club, alors qu'ils étaient menés. Ils ont posé des problèmes. Pourquoi les autres clubs ne cherchent pas à avoir cette ambition sur le terrain? Après, évidemment, on n'a pas la vérité du terrain, on n'a pas leur ambition, on n'a pas la qualité du PSG. Oui, je comprends que ça soit compliqué. Tu voulais dire quelque chose? Vas-y. C'était avant que tu rebondisses de toute façon sur le mindset, etc. Mais c'est que même pour nuancer ce que tu disais tout à l'heure, je me souviens par exemple d'un Lyon qui sur plusieurs saisons consécutives avait pu garder quand même Fekir, avait gardé des garçons comme Moussa Mawar, etc. Et même sur ces différentes années-là, ils n'arrivaient toujours pas à rester réguliers malgré qu'ils gardaient quand même, on va dire, leurs meilleurs joueurs. Et c'est là où j'en veux à des clubs comme Lyon ou même comme l'OM quand il y avait une époque Thauvin sur plusieurs saisons qui était l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, t'avais Payet, etc. T'avais jamais pu vraiment concurrencer le PSG. Réellement concurrencer ou même sur un match où tu te faisais taper deux fois aller poser des problèmes et tout ça, et Lyon a quand même déjà mais Lyon avait fait quand même beaucoup mieux au PSG dans l'histoire, non franchement, genre souvent les déplacements du PSG au Groupama Stadium c'était très dur, c'était flamboyant que moi je regardais, etc. Et je trouve qu'en tout cas voilà, c'est important de pouvoir remettre un peu les choses dans le contexte, de dire effectivement il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de compétitivité parce que ça emmènerait beaucoup plus de gens à regarder et que qu'on se dise pas le PSG gagnant 20 points. Mais de l'autre côté, il y a quand même un gouffre qui s'est creusé où en plus de ça, tu vois que là, la Coupe du Monde des clubs, elle engendre 150 millions. 150 millions. Il va être, ça, pour des clubs de Ligue 1, ça serait une aubaine. Aujourd'hui, ils vont toucher quasiment 5 millions par club. La vraie question, en fait... De droits télé, je pense que la vraie question, encore une fois, c'est même pas... La question, je pense, c'est pas vraiment le problème. Oui, certes, le PSG a son gouffre. Mais pour moi, c'est là les institutions françaises qui doivent revoir justement les droits TV encore une fois, la gestion des clubs encore une fois. Les droits TV c'est commerciaux aussi. C'est aussi le côté de l'attractivité de la Ligue 1 qui est pas au top en ce moment. On préfère payer la Première Ligue, on préfère payer la Ligue 1, on préfère payer la Bundesliga, même si beaucoup de gens le sous-estiment en France, etc. Voilà, d'où le fait qu'on nous appelle la Farmers League. Voilà, c'est aussi pour ça, parce que voilà, t'as l'écart entre Paris et les autres clubs, les droits TV qui fonctionnent pas. Non, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a énormément de choses. Mais voilà, en tout cas, non, franchement, voilà, c'est ça. Mais je trouve que c'est important de pouvoir remettre les choses dans son contexte et de se dire qu'effectivement, on a le PSG, on est fiers d'eux, ils ont gagné, etc. Et c'est bien, parce que ça met un peu plus de lumière. Ils ont ramené des gros joueurs qu'on n'aurait jamais vus aussi en Ligue 1, voir Ibrahimovic, voir Thiago Silva, Neymar. Moi, franchement, je suis heureux parce que en tant que suiveur de foot, c'est quand même des joueurs. Pour moi, Neymar, c'est le plus grand joueur qu'on ait eu en Ligue 1 à son prime. Les 2 premières années, j'ai jamais vu un joueur quasiment au-dessus. Mais de l'autre côté, est-ce que ça a réellement rejailli sur les autres clubs de Ligue 1 Pas du tout. En disant ok, le PSG nous tire vers le haut et que ça va tirer le championnat vers le haut? Beaucoup de supporters le pensaient en disant voilà, c'est grâce au PSG que finalement pas tant que ça. Les autres exemples que tu peux prendre, Monaco, Principauté, normal, on sait ce que ils ont eu ils ont leur santé financière et tout ça. Les autres clubs que tu peux prendre dans cet exemple-là, c'est par exemple Strasbourg qui commence à montrer une sorte d'attractivité parce que Chelsea est à côté. Exactement. Mais quand tu ressors de ça, il n'y a plus d'autres clubs dans ce cas-là. Paris FC qui commence. Paris FC qui veut commencer quelque chose. Il y a le Paris FC qui veut commencer quelque chose. Merci, monsieur Arnaud. Ça fait le bien. Pour le coup, ça, c'est quelque chose que je trouve bien, ambitieux. Ouais. C'est quelque chose qui peut aller très loin. Maintenant, il faut aller au bout du sujet. Il faut aller vraiment au bout. Tata dit certes. Effectivement. Travaille-la bien. Mais tu regardes Strasbourg,
ils ont réussi à avoir cette manne financière parce que autour de ça, c'est aussi l'environnement Chelsea, etc. Quand tu regardes PFC, c'est parce qu'à côté LVMH. Donc en fait, tu te dis bon, c'est un peu l'avenir de la Ligue 1. C'est un peu l'avenir de la Ligue 1 de se dire si tu veux réellement performer et avoir le potentiel d'eux, tu es obligé de te rattacher à un autre club. Exactement. C'est comme ça que y a 3 qui avaient aussi avec City. Oui, exactement. City Group, ouais. Voilà. Très bien. Mais tip top, on a parlé globalement de Paris. Ça va faire une bonne transition justement pour arriver sur le sujet de la Ligue 1. De la Ligue 1. On a déjà fait la Ligue 1. C'est bon, la Ligue des Champions. Lapsus. Ouais. La Ligue des Champions. On a vu les tirages des différents groupes, des différents pots. On a vu les tirages de nos clubs français aussi. Vous, en restant vraiment sur le prisme des clubs français, Paris, Marseille, Lille. Moi, c'est Monaco. Monaco. C'est Monaco. Ouais. C'est Monaco, excuse-moi. Monaco. Paris, Monaco, Marseille. Comment vous voyez la chose ? Alors déjà, je pense que l'exemple PSG de la saison dernière je suis moyen sur la phase de poule, entre guillemets, et j'arrive à gagner, nous montre que cette phase-là, en fait, limite, c'est que c'est une entrée. Qu'en fait, tu veux dire c'est un échauffement. Voilà, parce que le PSG a été 25e à un moment donné, ils ont terminé dans les barrages et ils ont réussi à gagner. Donc ça veut dire que réellement, cette première phase-là, moi je trouve qu'elle est très bien au final, mais que, en fait, c'est que 1/10 de réellement le vrai parcours. Parce qu'en fait, le vrai parcours fait que le PSG a commencé sa phase contre City à quelques semaines, je crois que c'était en janvier ou autre, et après a réussi à gagner. Donc en fait, moi je me dis, bravo, très bien, mais faudra même pas tirer des enseignements du fait que Paris termine dans les 8 ou termine 12e, parce qu'en fait le chemin il est très très long. Ouais, et surtout, il est très différent pour pour chaque équipe. Parce que là, Paris, pour la 2e saison consécutive, je trouve qu'il se mange le tirage de la mort. Parce que je pense que tu prends les 2 pires du chapeau 4, t'as Newcastle et t'as Bilbao. Tu prends limite les 2 pires du chapeau 3 et tu prends Tottenham aussi. Les matchs, tu prends Barça à l'extérieur, etc. Donc bref, tu prends encore un tirage très compliqué. Pendant que Barça, quand tu regardes leur tirage, en vrai, à part Chelsea, à part PSG, c'est la Mickey Mouse League. Moi, je vais vous remettre. En vrai, le Barça. Non, mais c'est vrai. Non, en fait, c'est la truc. Moi, je vais vous dire la vérité. Après, on me dit que Rafinha, il marque en phase de poule. Moi, non. Mais c'est pour ça. Moi, je vais dire la vérité sur Barcelone. Après, on reviendra sur. On va même pas parler que des clubs français. On va parler vraiment du global. On va parler de tout le monde. On va vraiment parler du global. Et on va parler Barcelone directement. Ce qui s'est passé avec Barcelone l'année dernière, c'est arrivé une fois. Ça n'arrivera pas cette année. Moi, je ne les vois pas. Je les vois pas aussi flamboyants que l'année dernière. Ils vont pas être aussi bons que l'année dernière. Ah bon? Moi, enfin, il joue Prague, je sais pas, il joue qui? Non. Ces clubs-là, j'ai pas peur de ces clubs-là. C'est pas ces clubs-là qui me font peur. Ah, ok. Les clubs comme Newcastle. Newcastle à l'extérieur, c'est très chaud. Tu joues pas Newcastle. En plus, tu commences là-bas. Non, tu commences à Newcastle. Tu commences à jouer à Newcastle. Newcastle, c'est pas n'importe quoi. Tu vas monter là-bas, là. Je crois que tu commences à Newcastle et tu reçois PSG. Tu fais Newcastle, leur grosse montagne, là, ensuite. Ensuite, tu joues Paris. Pour moi, à l'instant T, Paris, il broie Barcelone, pour moi. Ouais, je suis d'accord. Et Newcastle, c'est l'équipe qui est capable de. Vas-y, secoue-nous dans tous les sens. Corner, but. Newcastle, ils peuvent faire très très mal. J'espère qu'ils vont le faire d'ailleurs. Après, on a qui? Chelsea. Vous connaissez l'historique de Barcelone-Chelsea? Oui, très bien, c'est très compliqué. Et c'est là-bas ou c'est. Non, c'est chez eux en plus. Je crois que c'est chez nous. Non, c'est chez eux. Parce que vous jouez pareil à la maison. Dans tous les cas, Barcelone n'a jamais aimé jouer Chelsea. Ils n'ont jamais aimé. Même quand ils étaient pas bien, comme Chelsea n'était pas bien, là je me souviens de la dernière fois, Willian frappe, poteau, on sort, on gagne 1-0 ou 2-1, c'était litigieux. C'est très compliqué. Après, t'as besoin de 12 points. T'as besoin de 12 points, oui. T'en as 4 d'assurés déjà. Mais pour moi, t'en as 4-5 d'assurés. Mais pour moi, c'est ces maths-là qui déterminent la suite. Si tu peux jouer, pour moi, c'est ces maths-là qui vont dire est-ce que tu vas vraiment assumer de jouer contre des grosses équipes, des équipes qui vont pouvoir te mettre à mal. Pour moi, c'est important que tu joues des équipes qui puissent te mettre à mal et que tu puisses tenir ces équipes-là ou gagner d'une certaine manière. Surtout, le problème du Barça, c'est qu'il n'y a pas de défense en fait. Et il est là le problème. Pas de défense, et en plus, tu t'es même affaibli parce que t'as sorti Inigo Martinez. Et t'as pas ramené, du moins il me semble pas que t'as ramené un remplaçant de qualité. On n'a pas de remplaçant de qualité en défense. On a acheté aucun défenseur, on a acheté uniquement offensif. Et même Koubarsi, c'est beaucoup moins flamboyant qu'à un certain moment.
Koubarsi, Ou, maintenant et les gens Araujo titulaire. commencent à les lire. Non, mais ils s'amusent à mettre Eric Garcia titulaire. Ouais, bon. Ouais, qu'est-ce que Eric tu- Garcia, c'est quand même Non, c'est catastrophique. catastrophique. Ce mec ne doit pas être titulaire. Non. Tu préfères Araujo Je préfère Arroyo. Tu préfères Araujo titulaire à Eric Garcia en défense centrale. Oui. Regardez Les Eric Garcia. Barcelonais, vous êtes obligés de l'attraper là. Non, écoute, regarde. Non, vraiment, les deux, tu prends les deux, je préfère. En fait, Arroyo, il a la vitesse, il a un peu de sortie de balle au niveau de la passe. Ah ouais Araujo Ah ouais, mais il a non mais il a trop de cerveau. il a pas trop de cerveau, il a aucun calme, Moi, ce que il j'ai a compris. aucun calme. Mais il sait pas gérer le hors-jeu aussi. Oui, Eric Garcia, il sait pas gérer le hors-jeu, il sait pas relancer, il a aucune boîte de vitesse. Non, Là, mais- Une boîte de vitesse. Il a aucune boîte de vitesse, il a pas de vitesse, il a rien du tout. Et puis intelligence de jeu, c'est très compliqué Eric Garcia. Ce mec a oui. Ok. La plupart du match où il a été bon Eric Garcia, c'est quand il prenait la place de Koundé sur le côté droit, Ouais, il est bon là. où on lui demandait justement de faire le dédoublement ou de monter sur les corners. Mais la plupart des phases défensives d'Eric Garcia, mais il se fait retourner par tout le monde. Il se fait vraiment secouer. Ouais. Moi, c'est l'un des rares joueurs qui me fait peur. Moi, si je dois avoir une défense centrale Barça, je fais jouer Christensen et Koubarsi. Ok. Ah. Ok. Christensen, plus rassurant. Oui, ça, À c'est côté d'un Koubarsi qui a une très bonne relance. Mm. Et voilà, tu peux mettre Koundé et puis à côté. Mais voilà, ça c'est pour le cas Barcelone. Moi, cette année, je suis pas très confiant pour Barcelone, au vu des choses que j'ai vues. Parce que ce qui s'est passé l'année dernière, ils vont essayer de le répéter et les équipes vont s'adapter, selon mon point de vue. Ouais. Ok. La saison elle est longue et je pense que maintenant, comme on l'avait dit, je pense que c'est même carrément lors de nos premières émissions où on disait que c'était un peu la liste de courses où voilà, tu choisis, là, allez, je vais aller prendre 3 points, là, vas-y, je vais aller me déplacer à Newcastle. Bon, aller jouer à Newcastle contre Big Joe Ellington, etc. Est-ce que réellement j'ai envie vraiment d'aller me casser les dents C'est là-bas? Et donc en fait, genre là-dedans, tu sais que tu dois faire 12, 14, 15, 16 points. Quand tu vois l'exemple de Liverpool l'année dernière, premier, limite, ils perdent aucun match. Mais oui. Et qu'après tu te retrouves contre le PSG, tu te dis est-ce que réellement ça nécessite d'être si bien placé Non. pour avoir un bon tirage? Oui, quand tu es dans Je les sais pas. premiers, genre tu vas recevoir quasiment sur toute la partie 8e, quart, etc. Mais en fait, t'es pas à l'abri de taper une équipe qui aura fait un mauvais démarrage, comme City, comme le Real ou autre, et après, en fait, de venir ruiner ton parcours. Donc en fait, moi, je dirais que globalement, ça va être difficile à analyser et même la saison du PSG elle va être difficile à analyser quand tu regardes ce qui s'est passé déjà la saison dernière où au bout d'un moment en fait t'appuies sur un bouton, l'équipe elle est lancée. Donc maintenant dire que oui le PSG va peut-être perdre contre Bilbao ou autre, en fait qu'est-ce qu'on va réellement dire? On va dire ils sont en mauvaise posture, ils ont pas pris Non, en vrai, tu peux le plus match. savoir. En fait genre tu peux pas Non, analyser parce que aussi Je suis d'accord. les clubs maintenant, grands clubs qui sont avec comme on a dit 1, 2, 3 effectifs vont jouer de manière smart parce que la saison elle est longue, il y a la Coupe du Monde, etc. Donc voilà, je pense que c'est un peu compliqué Non, à analyser. je suis d'accord sur le fait que oui, cette phase de poule, c'est pas ce qui va déterminer le gagnant, c'est pas ce qui va déterminer la phase, la forme de la deuxième phase. Je suis totalement d'accord. Mais moi, je pars dans ce sens où, certes, c'est comme un peu une phase de préparation. Ouais. Je vais voir ça un peu comme une phase de préparation où, voilà, tu vas mettre tes pions, tu vas certes grappiller quelques points par là, tu vas chercher à avoir la bonne position pour justement passer à cette phase Bien suivante. sûr, ouais. Mais les gros matchs, c'est des matchs qui vont être justement te permettre de prendre la température si ton équipe elle va vraiment pouvoir monter en intensité sur cette deuxième partie. Et par contre, d'ajuster aussi surtout sur le mercato hivernal qui peut Exactement. faire beaucoup de bien. Exactement, il c'est a Ça raison. aussi qui est Non, mais intéressant. c'est surtout ça. C'est ça qui a sauvé le PSG l'an C'est dernier ça, parce que oui, tu le ramènes PSG. Gvara Tu prends Gvara. et Bien ça sûr. change tout en vrai. Je suis totalement Et, d'accord. et- avec et- toi. et c'est pour ça que je dis justement les matchs contre les grosses équipes, que ce soit pour Paris, que ce soit City, le Real et tout, c'est ce qui va te permettre vraiment de te jauger parce que tu sais que tu vas jouer un Prague, tu vas les jouer, tu peux gagner 3-0 tranquillement, faire tourner, tu vas aller jouer un Bruges. Bon, ils vont peut-être te montrer quelque chose, mais tu vas finir par les battre et tu vas pouvoir tester des choses. Mais quand tu vas vraiment jouer un Real City, c'est pas un match de plaisanterie. C'est vraiment ça va être un vrai match d'ego, ça va être un vrai match de Ça dépend tacticien. dans quelle posture tu l'abordes. Est-ce Oui. que tu l'abordes en ayant déjà quasiment 12, C'est ça, est-ce que tu l'abordes en C'est- premier c'est ça. match? Est-ce que tu Si l'abordes tu le à la prends, fin? par Ça qui est le exemple, truc. quand tu prends le cas de Paris et Barcelone, Ça eux, ils arrive vont au début. Là, ça, pour le ça, coup, ils vont se jouer dès le début. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je te dis, pour ces clubs-là, Newcastle, ils seront obligés de jouer le tout pour le tout d'entrée de jeu. Paris aussi, ils seront obligés d'aller chercher leurs points. Barcelone, c'est pareil. Pour ces équipes-là, ça va être important pour eux. Mais pour les autres, certes, qui vont se jouer à la 6e journée et tout ça, eux, oui. Par contre, pour moi, tu vois, quelque chose qu'on n'évoque jamais, mais qui a la plus grande incidence, c'est au-delà des équipes,
c'est le tirage et à quel moment les matchs vont arriver. Ouais, je trouve qu'en fait, ça a même plus d'importance. Et sur ça, on a zéro visibilité parce que tu as bien vu que le tirage s'est effectué jeudi. C'est vrai, ça. Et samedi, on nous a dit, bon bah, Liverpool, ça sera en dernier pour Marseille, Paris, Barcelone en premier. Et en fait, ça change tout. Parce que tu vas rencontrer le Real Madrid au tout début, ils seront peut-être moins en forme que si tu le rencontres à la fin. Ou peut-être à la fin, genre, ils décélèrent, ils mettent Mascherano, etc. Exact, et au final, exactement. genre, t'arrives à aller gratter un point. C'est vrai, ça. Tu vois. Donc en fait, sur cette partie-là, du timing, je trouve que c'est vachement important et qu'on n'en parle jamais parce que te déplacer à des endroits en Europe en fonction de l'évolution du club, et ben ça change tout par rapport au fait que tu vas grappiller tel et tel point. Mais surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est même pas tiré au sort en fait. Parce que cette histoire de calendrier, de savoir tu commences. En gros, c'est eux qui le choisissent. Ouais, en fait, les critères. Ouais, je trouve ça compliqué. En fait, les critères, c'est que chaque club, en tout cas chaque pays, va dire, par exemple, l'Espagne, eux, c'est vous mettez jamais Barça, Real le même jour. Ouais, ça c'est clair. Ça, c'est interdit. Ouais. Et après, même nous, par exemple, dans notre Ligue 1 aussi, dans l'organisation, par exemple, genre des calendriers, par exemple, nous, cette année, Marseille, on a parlé à la Ligue et on a dit, nous, on aimerait bien avoir un calendrier où tout de suite, on se mange les gros. Donc, c'est pour ça que Paris arrive tôt, c'est pour ça que Rennes arrive tôt, et c'est pour ça que Lyon arrive tôt. Pourquoi ? Parce qu'on voulait normalement être beaucoup plus souple au moment de la CAN. Donc en fait, c'est pour ça que à chaque fois, tu as des choses où le grand public n'a pas forcément l'information, mais ça joue énormément dans ton déroulé. Mais ça joue surtout. Paris-Marseille, c'était quasiment le 23 octobre. Là, ils ont voulu l'avancer. Mais sur la partie de la Ligue des Champions, c'est très important. Tu vas te déplacer à Anfield, etc. La forme des joueurs. Sans parler de la forme des joueurs, tous les gros clubs là, eux qui commencent doucement et ensuite qui commencent à envoyer leur saison à partir de décembre-janvier, et ils sont clairement en roue libre à ce moment-là, ils sont en pleine forme, ils ont toute la pleine mesure de leurs joueurs à cette période-là, alors que les autres clubs, eux, ont pris beaucoup plus de temps, surtout quand ils vont arriver en Ligue des Champions. Ce sont des clubs qui vont vraiment aller chercher la confiance, qui vont aller vraiment chercher leur ossature à ce moment-là. Donc c'est vrai que l'année dernière, moi, je voyais les petits clubs. Je pensais que les petits clubs, cette année, allaient pouvoir justement aller jouer leur épingle. Cette année ou l'année dernière ? Cette année. C'est leur épingle par rapport à la fatigue des clubs, sur le timing. Mais en vrai, quand j'y réfléchis, bah en fait, non. Non. En fait, non. Il n'y a aucune marge pour eux. Non. Il va y avoir vraiment aucune marge, à part grande surprise. Mais je pense que... Non. Ils vont tu vois, par exemple, nous, petit club olympique de Marseille, on arrive sur la pointe d'épée, ça fait longtemps, on n'est pas là, etc. C'est ça. Mais nous, en fait, quand les Français vont regarder les matchs de Marseille, ils vont le regarder aussi avec le prisme de la saison dernière. Ça veut dire sur le prisme de... mais en fait, Lille, ils sont qualifiés en barrage. Mais c'est pour ça qu'on va vous attendre. Oui. Brest. Donc en fait, à un moment donné, genre, comment ça, vous arrivez pas, Grand Marseille, 65 000 places, etc. Vous arrivez même pas à aller prendre 3 points contre Bruges et à passer au moins les 20. Pour moi, donc l'objectif de cette compétition, du point de vue de l'Olympique de Marseille, tu dois être dans les 24, tu dois aller récupérer tes 10-12 points. C'est ça. Et après, faire vivre à tes supporters des émotions et tout. La suite, on ne sait pas sur qui tu vas tomber, etc. Mais nous, l'objectif premier, ça doit être ça. Voilà, nous, on avance avec le poids aussi de la saison dernière. Si la saison dernière, tout le monde s'était craché, Monaco, etc., peut-être que là, on serait arrivé plus doux. Mais là, nous, Brest, en barrage, Marseille éliminé. Ça va être incroyable. Non, les frères. Bah là, ça va être dur. Mais même en termes de parce que il me semble que Longoria, pendant les tirages de Ligue des Champions, et j'avais regardé son interview, il a dit qu'en Ligue des Champions, on n'a pas d'objectif. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Parce que moi, en fait, je trouve ça bizarre de dire ça. Lui, il a dit, nous, notre objectif premier, c'est de nous requalifier. En fait, si tu te requalifies pour pas avoir d'objectif, au final, pourquoi tu viens la jouer la Ligue des Champions ? Mais tu vois, en fait, ce discours-là, on n'a pas d'objectif. C'est le discours de la plupart des présidents de Ligue 1. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, toute la saison, tu nous vois un discours où on doit aller en Ligue des Champions, etc. Pendant des années, on avait ça. Et quand il arrive, il n'y a pas d'objectif. Coupe UEFA. Et après, en fait, quand il arrive, tu mets l'équipe 2. Moi, je me souviens, pendant des années, Bordeaux, il jouait le jeudi, à l'époque de Gillot. Et en fait, il mettait l'équipe 2. Genre t'es là, tu te dis, mais en fait, si nous vend quelque chose, en route en Ligue des Champions, et quand on arrive en Ligue des Champions, tu nous dis, ouais, mais on pense au championnat. On parlait de manque d'ambition. C'est tellement important, je pense, dans leur tête. Mais c'est uniquement pour ça. Mais c'est uniquement pour ça. Et c'est pour ça que beaucoup de journalistes, quand Paris gagne et grappille des points à la FIFA, sont toujours en train de nous rappeler, Paris a encore grappillé des points pour la FIFA, il faut remercier Paris. Mais en même temps, tu peux pas leur retirer ça. Parce que les autres clubs français, quand ils vont en Europe, leur seul problème, c'est je veux
juste grappiller les sous. Je me fais éliminer par Göteborg là-bas. Regarde Nice. Voilà, Nice, c'est exactement le cas. Nice, Oui. quelle équipe de merde. Mais j'ai regardé, ils ont parlé de leur, on parlait encore de leur tirage là, ils ont encore sorti un tirage là. Et je me dis mais ça sert à rien parce que vous allez encore vous faire taper. Ah ouais. Vous allez rien montrer, vous allez vous faire taper par une équipe Zurich qui vont On venir. va rien dire, c'est-à-dire, Oui. on va l'évoquer ici. Et ça va Parce passer à que la Nice, trappe. on s'en fout, Mais Nice. parce qu'on en a rien à cirer. Mais c'est parce qu'on en a rien à cirer. Et en vrai, C'est Paris, c'est Marseille, c'est Lyon qui nous Ouais, intéresse. c'est Mais on ça, s'en c'est fout fou, de c'est Nice. Lyon qui va nous intéresser. Et voilà, Lyon a montré un beau visage. Ouais. Bon, Ouais. ils ont montré. J'espère, hein, parce que Lyon aussi, moi, je les Non, mais l'année dernière, ils ont montré des belles choses. Non, mais cette année. Cette année. Ils sont encore. Oui. Et ils sont pas descendus en Ligue 2. Et ils ont intérêt à montrer des belles choses parce qu'on. moyens aussi, tu vois. Ouais, beaucoup moins quand même. Ouais, C'est vrai beaucoup que moins de moyens, moyens, tu laisses partir. oui. Franchement, pauvre Mikotadze. Tu sais, genre, Mikotadze genre, est triste. genre, je suis pas Lyon, hein, mais l'histoire de Mikotadze qui revient 6-9, etc. sur le maillot, on te dit t'inquiète pas, Georges, tu vas revenir la saison prochaine. Lacazette, il est plus là, c'est toi qui vas prendre l'attaque. Et dans son histoire, lui, il se dit ouais super. Et finalement, on se dit ouais, par contre, Fofana, on le garde parce que grosse valente marchande, on doit le vendre la saison prochaine. Toi, par contre, s'il te plaît, tu peux aller à Villarreal. Il part en pleurs en plus. Pas de gay, etc. Tu peux Parce aller. que lui, il voulait vraiment venir, il voulait vraiment rester. Pop Gay, c'est un beau joueur quand même. Ouais, non, mais tu vois, genre, Respecte pas Gay quand même. Comme Donnarumma, tu vois, genre, j'ai mal des mecs qui ont montré de l'amour pour Ouais, un club et clairement, qui sont un peu, des fois, mis sur le côté. Dommage. En tout cas, 6-9, force Mikotadze. Oui, non mais moi je pense qu'il va aller à Villarreal et il va montrer de belles choses. Je pense que c'est un championnat qui est bien pour lui. Après Villarreal, putain, mais qu'est-ce qu'ils font peur cette année. Ouais, c'est pas mal. Ils ont une équipe là. Là, c'est vrai qu'il commence bien en plus. Oh là là Le là. Real. Le Real. Ouais. Après on finit ça et on parlera justement du Real. L'ambition justement. Vas-y. L'ambition justement des championnats, voilà, des différents des clubs français en Europe doit être plus élevée, il doit être au-delà du financier, il doit être vraiment sportif. Pour moi, ils doivent vraiment aller chercher quelque chose d'autre. Ouais. Ils doivent se battre comme Brest l'a fait l'année dernière. Moi, c'est créer des émotions. C'est-à-dire que moi, je pense en tant que supporter, ce qui t'anime au-delà de ça, c'est vivre des émotions, vivre des épopées. Moi, je me souviens encore récemment, genre là, on rigolait tout à l'heure, genre de l'année où il y avait Gassé, mais pour moi, Gassé, c'est Ligue Europa. C'est-à-dire aller taper. C'était inespéré surtout. Shakhtar, etc. C'est inespéré. En fait, tu vis des choses qui te marquent en tant que supporter. Oui. Et genre, il y a 2 ans avant, c'était. On jouait contre Feyenoord et on était allé en Conférence League. Pour moi, en fait, c'est ça qui rythme ta vie. Oui, mais genre, généralement. Moi, j'étais content pour les Lillois. Moi, j'étais content pour les Lillois, pour Brest et tout. Ils vivent des trucs, ils tapent le Real, etc. Moi, tapent l'Atlético. J'étais envieux de ça. Ça veut dire que vraiment, je regardais, je disais, moi, la semaine, il se passe rien dans ma vie. Je regarde que les matchs des autres et genre, je vois Lille, ils sont heureux. Oui, mais ça découle de quoi? D'une ambition. Oui, bien sûr. C'est ce manque, c'est clairement ce qui manque à notre championnat, ce qui manque à nos clubs en dehors de Paris, parce qu'il nous manque cette ambition, cette envie de gagner. Et on l'a déjà dit dans d'autres émissions. Voilà. Et on va parler d'un club avare. Ambitieux, trop ambitieux, parfois arrogant. Parfois vicieux. Le Real. Avare, ouais, je suis d'accord avec toi. Oui. Dis-moi. Encore une fois, le Real n'est pas placé comme les grands favoris, hein, mais bon, on les connaît très bien, toujours sous la couette, sous le cachet derrière une porte, voilà, en embuscade, on les connaît. Championnat, tout le monde dit que c'est pas flamboyant, mais il gagne. Ouais, ça l'est pas du tout. On recommence à avoir un Vinicius qui commence à scorer, tout ça, mais dans la souffrance aussi. Ouais. Comment toi, en tant que supporter, j'ai vu quelques posts à toi, comment tu vois justement cette chose, le prisme du Real? Moi, je suis très pessimiste du côté de Barça, mais est-ce que toi, justement, sur mon grand rival, comment tu vois la chose? Parce qu'il y avait de grands espoirs exactement sur le Xabi Alonso, Mascherano, Oysen et tout le train là. Non, il y a des belles choses. Franchement, il y a des belles choses, notamment surtout sur l'arrivée d'Oysen. Pour moi, c'est la grande satisfaction et même de façon plus globale la défense du Real Madrid. Où je pense que par rapport à l'an dernier déjà, il y avait ce manque à gagner qu'on n'a plus, tu vois, de cette défense où on a aligné Vasquez, on a aligné Rudiger qui fait une saison calamiteuse l'an dernier, on a aligné Ferland Mendy qui était là une fois sur 4 matchs. Trop blessé, etc. Camavinga qui le remplaçait. T'as Carreras qui est
extrêmement solide sur ses premiers matchs, etc. Et même balle au pied, c'est vraiment pas dégueulasse. Oui. Trent Alexander-Arnold, j'attends encore un peu plus de lui sur Moi, j'ai des doutes sur lui. offensivement. Mais en fait, j'ai des doutes, mais pas par rapport au joueur lui-même, c'est plutôt par rapport à la façon de jouer du Real. Mais j'en reviendrai après. Et Carvajal aussi, c'est aussi rassurant de l'avoir aussi à côté. Oysen, Militao qui revient, ça fait beaucoup de bien. Sinon, de façon globale, en fait, ce qui fait mal avec le Real, et c'est ce qui m'a manqué sur les 3 premiers matchs déjà, même si le deuxième match, on peut se dire que c'était un peu mieux, surtout sur la première mi-temps, c'est sur l'animation offensive, j'ai beaucoup de mal. En fait, j'ai beaucoup de mal. En fait, c'est une équipe qui me fait plus vraiment vibrer. Vraiment. Je trouve les matchs du Real, ils deviennent compliqués à regarder parce que c'est souvent des. Déjà, je me souviens le premier match le premier match en tout cas, c'était une purge. Ouais, le troisième match au Bernabeu, c'était une purge Mayor. Aussi. C'était Mayor. Le deuxième match, c'était contre Oviedo. Oviedo, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça c'était pas mal. J'avais pas mal aimé, même Mastantuono, etc. C'était pas mal. Et Oviedo était venu dans l'idée, je trouve qu'ils ont essayé de créer 2-3 choses, tu vois. Même s'ils sont restés aussi derrière, mais ils ont essayé de créer 2-3 choses. Du coup, c'était un match intéressant. Non, mais c'était un beau stade. Mais cette mentale-là, regarde. Très beau stade en plus. Franchement, j'avais bien aimé le match. C'est un club que j'attendais qui monte depuis un moment. Oui. Et j'attendais vraiment ça. Ils ont pris leur temps, mais c'est des clubs. Ils sont, tu vois. Pour parler vraiment du mental espagnol, Barcelone a joué Rayo Vallecano. Le match qu'ils font Rayo Vallecano, est-ce que tu te rends compte ? Ils nous posent des problèmes chaque année. Chaque année, ils nous font chier. Mais il y a toujours un joueur. Dans chaque club, ils ont un joueur. Easy. Extraordinaire. D'où tu sors ? Lui. Mais chaque année, hein. Ah, mais lui, chaque année. Même contre le Real, c'est des masterclass, etc. Tu vois, Levante Morales. Iago Aspas côté Celta Vigo. Tu vois, Celta Vigo, Iago Aspas. C'est notre truc. L'autre, t'as Moreno. Comment il s'appelle ? Trero qui était sur le banc du Rayo quand il jouait à Toulouse. Ouais, c'est vrai. Oh, il le voyait. Oh, c'était. Oh, Trero par-ci, Trero par-là. Mais t'en as 25 là-bas. Et parce que c'est l'ambition du jeu. Verticalité. La sensibilité déjà de base des joueurs, elle est complètement différente. La formation, etc. aussi. Le rapport au ballon des Espagnols, différent des Français. Et c'est pour ça que je dis c'est intéressant, les coachs français, parce qu'ils commencent à changer leur mentalité. Mais les joueurs, parfois, qu'ils ont sous la main, le rapport pied-ballon, des fois, notre problème, c'est le côté, on est trop dans l'athlétisme. Physique. On est trop athlétique, vitesse et tout ça. Même nous, quand on jouait avant, c'était tu cours, toi. Tu cours vite, toi. Vas-y, viens, on joue. C'est ça. T'as une grosse frappe, vas-y. Ouais. C'est que des trucs comme ça, tu vois. Mais pour revenir sur le Real, je pense qu'ils se font bousculer par des petits clubs qui ont de l'ambition de jeu, mais effectivement dans l'animation ça fait quelques années déjà que il n'y a pas de créativité. Au milieu, Valverde, Tchouaméni contre des blocs bas, ça devient très compliqué à regarder et ça devient même très compliqué pour créer des choses. Question. J'ai aussi le point en fait Mbappé, tu vois. Non, mais je n'ai pas. On va se faire frapper. On va nous frapper. Ils vont nous frapper encore. Non, Mbappé, il fait un bon début de saison. Oui. Il fait un bon début de saison. Mais en fait, ce que j'ai, c'est pas par rapport à son début de saison, c'est par rapport à la façon de jouer. En fait, je vois pas le Real faire quelque chose. Après, ça, c'est mon humble avis. Je ne vois pas le Real faire quelque chose avec Mbappé en pointe, Vinicius à gauche et que ce soit Mastantuono à droite ou Brahim Diaz, etc. Pourquoi ? Parce que franchement, Mbappé, déjà, je le trouve pas compatible avec Vinicius, et même le match qu'ils ont fait contre Mallorca. Il y a des séquences. En fait, tu vois, le but de Vinicius, je sais pas si tu l'as vu, le but de Vinicius, il est parlant parce que Vinicius, quand on regarde le but, on se dit heureusement qu'il a marqué parce que c'est une espèce, il récupère le ballon, je crois, il y a une espèce de 4 contre 3, etc. Et en fait, ensuite, j'en ai regardé des analyses tactiques, etc. Tu regardes le déplacement d'Mbappé. En fait, dans son déplacement, c'est limite impossible de lui donner le ballon parce qu'il ramène 4 joueurs sur Vinicius. Il reste au milieu. C'était ça. En fait, c'est compliqué. En fait, la façon dont veut jouer Mbappé en numéro 9, je pense pas que c'est une façon qui permettra au Real de gagner. Même si je pense que individuellement, il pourra performer, etc. Mais je pense pas que cette façon, elle permettra au Real de gagner. Je pense pas que Mbappé, je pense pas que Mbappé aussi soit un vrai numéro 9, même dans les déplacements, etc. Je trouve que c'est compliqué. Et je pense que, et même c'est là où je parlais aussi d'Alexander-Arnold, où je trouve que c'est très très dommage de ramener quelqu'un comme Alexander-Arnold et de pas profiter en fait de sa meilleure qualité, sa qualité première, c'est sa qualité de centre, parce que j'ai vu beaucoup de centres, parce qu'il y avait il y avait un manque de créativité dans le match contre Mallorca, que j'ai vu beaucoup de centres un petit peu, tu vois, t'envoies le centre parce que tu sais plus trop quoi faire. En fait, dans la surface, il n'y a personne. Mbappé, son jeu de tête, il en a pas. Et ensuite, Vinicius, c'est pas aussi sa qualité première. Et en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de présence dans la surface. Les milieux ne montent pas. Les milieux de terrain, il n'y a pas de créativité. Les milieux ne montent pas. Ça veut dire que là, j'ai beaucoup de doutes.
intéressant de voir comment est-ce que Bellingham va revenir, parce que quand il va revenir, comment est-ce que tu vas jouer, surtout que Bellingham, je pense pas qu'il pourra retrouver le rôle qu'il avait quand justement on a gagné la Ligue des Champions, où il fait la saison all-time avec Vinicius, etc. Il y avait beaucoup de place. Il était très libre et il y avait un Toni Kroos qui pouvait monter, derrière. etc. Ça veut dire que maintenant il a plus ce rôle-là vu que Mbappé aussi prend cette passe-là. Du coup, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de doutes sur comment est-ce que ça va se passer. Et en fait, là, Xabi Alonso, je le vois essayer de tenter des choses et j'ai l'impression que même lui, en fait, après, on va voir comment est-ce qu'il va gérer ça. J'ai pas l'impression que lui encore, il soit, après, ça reste les débuts, même j'ai pas l'impression que lui aussi soit hyper convaincu. Parce que je le vois, quand je le vois sur le banc, etc., je vois, il est un peu dubitatif sur la façon de. Je me posais la question par rapport justement à certains joueurs de l'équipe comme Tchouaméni. Pour moi, Tchouaméni il va pas tarder lui son temps au Real de Madrid. Je pense. Pourtant moi en ce moment c'est l'un des meilleurs. Il est pas mal en ce moment. Moi je trouve que même, mais tu sais même c'est parce qu'on n'y touche pas. Mais moi c'est même Valverde en ce moment c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué Valverde, tu vois. Valverde, quand après, c'est un gros cadre du Real. Valverde, quand tu ne lui donnes pas sa verticalité et sa possibilité de frapper, il est plus là. On ne le voit plus. Il a quelques phrases où il va récupérer des ballons, il va accélérer, tout ça, c'est très bien pour lui. Mais après ça, il est éteint. Est-ce qu'au milieu, c'est pas Arda Güler qui devait apporter ça? C'est lui qui devait l'apporter. Mais déjà, il commence à l'apporter et c'est hyper intéressant, mais il est encore un peu trop esselé. Je trouve un peu trop esselé techniquement, et même l'arrivée de Mastantuono que je trouve intéressant comme joueur de façon parce que j'ai vu ses matchs, etc. Mais en fait, la façon d'utiliser le joueur, et ça s'est vu contre Mallorca sur le côté, je pense pas que ça soit le type de joueur qui puisse jouer sur le côté au Real Madrid. Mais il va y avoir conflit du coup. C'est plutôt un joueur, je pense, d'axe, parce que même de ce que j'ai vu à River Plate, il jouait surtout derrière deux attaquants. Il pouvait jouer dans le demi-espace droit, mais au Real Madrid, vu que ça décale beaucoup à gauche, etc., il aura pas forcément beaucoup d'impact dans le jeu. Et du coup, ça fait que dans un match contre Mallorca, déjà, on l'a pas vu du tout. Et vu que c'est pas un joueur hyper rapide non plus, hyper percutant, c'est plutôt quelqu'un qui a une finesse technique, etc., de ce que j'ai vu. Je pense pas que ça pourra marcher de le mettre à ce poste-là. Ça veut dire qu'il faudra aussi le ramener dans l'axe. Et en fait, le problème, c'est que t'as encore beaucoup de joueurs d'axe, etc. T'as pas beaucoup de joueurs qui mangent la ligne. En fait, t'as pas de joueurs qui mangent la ligne. Et en fait, j'ai l'impression aussi qu'au Real, en fait, on leur interdit de leur ramener un ailier droit, gaucher, qui est rapide et percutant. J'ai l'impression que c'est interdit de recruter ça au Real. Il est en train de supprimer Rodrigo. Mais après, Rodrigo aussi, ça, c'est un autre cas, ça aussi. Que j'adore et qui se fait plus, et c'est pour ça que je pense que le PSG aussi a voulu sécuriser, c'est un profil comme Barcola. Un profil comme Barcola, pour moi, c'est un profil qui est quasiment maintenant limite, c'est en voie de disparition. C'est unique. Un ailier qui est capable de te manger la ligne, de pouvoir aller en profondeur, qui peut jouer aussi sans ballon, c'est-à-dire qui n'attend pas forcément d'avoir le ballon dans les pieds. En fait, ça crée une zone de jeu qui est à la fois sur toi, mais aussi qui peut être à 20 mètres devant. Et je trouve que effectivement, dans le Real Madrid, ce qu'on voyait la saison dernière, etc., c'est on joue quand on a la balle dans les pieds, mais personne va aller faire les faux appels. C'est ça. Ce que Vinicius ne fait plus. Vinicius ne le fait plus. Et t'as ce premier souci où Vinicius le fait plus. T'as Rodrigo qui maintenant, lui, était en capacité de le faire et aussi de rentrer au milieu aussi pour frapper, qui est maintenant, il est sur le banc. Mastantuono, on est en train de le découvrir. Mbappé qui dézone énormément. Il le fait de mieux en mieux. Ça, c'est vrai. C'est un point à souligner. Mais il le fait. Il va remonter au milieu de terrain. Il revient au milieu de terrain pour justement distribuer de temps en temps, mais il va y avoir ce défaut aussi où il va vraiment se décaler sur le côté de Vinicius, où tous les deux vont s'en mêler. Et derrière, quand ces deux joueurs n'ont pas la balle, Arda Güler, on l'a pas encore donné les clés. Et derrière Arda Güler, Tchouaméni, ça bricole un peu. Et défensivement, c'est pas Højsen qui va devoir faire toutes les relances. Même s'il crée beaucoup de choses, Højsen, juste en tant que défenseur central. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage, parce que franchement, avec un mec. Mais des pépites comme ça, il y en a extraordinaire, une fois tous les 10 ans. Ah, mais franchement, c'est fort. Et tu vois, quand tu sais que t'as un joueur comme Højsen, que t'as Carreras qui est solide, de tout ce qu'on a vu, ce qu'il a fait à Benfica, ce qu'il est en train de montrer, Trent. Sa qualité de passe. Avec un mec comme Trent. Et on l'a commencé à le voir contre Mallorca, parce qu'il y a des passes qu'il a distillées à Mbappé. Et surtout, sa qualité de centre qui a été. Je pense que le sujet, là, ensuite, en fait, le vrai sujet du Real de Madrid, ça va être effectivement le milieu avec Arda Güler ou Mastantuono qui va jouer derrière les attaquants. Qui va remplacer Rodrigo, forcément. Ou est-ce qu'ils vont vraiment garder Rodrigo? De toute façon, il peut pas bouger là, sauf s'il l'envoie en prêt. De toute façon, Rodrigo maintenant c'est à gauche, c'est acté, il n'y a pas de position à droite. Ça veut dire que Rodrigo c'est soit Rodrigo, soit Vinicius à gauche. Voilà. Ça maintenant c'est acté. Le truc, c'est Trent, le milieu, ou arrière droit. Mais bon.
Mais donc, c'est-à-dire qu'en fait, Rodrigo, genre, tout le cinéma qu'il a fait, là, genre, durant l'intersaison, etc., ou pas, finalement, en fait, genre, il reste au club et, genre, il se passe rien, et, genre, il voulait partir, etc. Donc, en fait, finalement, c'est ça. Ok. Ok. Bon, ok, d'accord. Bon, en tout cas, il va être remplaçant. Bah écoutez, ça va être le mot de la fin. Ouais. On a un peu débordé, un peu beaucoup, je pense. Mais La passion. ouais, c'est la passion, encore une fois. Et ça fait plaisir en tout cas de revenir. C'était une petite vidéo pour la rentrée, parler un peu de globalement ce qui s'est passé. Les prochaines vidéos, on sera beaucoup plus, un de plus, mais c'est déjà énorme. Et merci déjà jusqu'ici, parce qu'en réalité, juste vraiment le mot de la fin, c'est ça fait combien de temps qu'on existe, les gars ? 1 mois, 2 mois, et on a déjà reçu pas mal de messages, on a reçu pas mal de likes et tout ça, mais vraiment, c'est surtout les retours que vous nous donnez, les messages que vous nous envoyez, ceux qui veulent participer, c'est très cool, et ça fait énormément plaisir, et on n'est que au début. On n'est même pas à 5%, et ça fait plaisir que vous participiez à l'aventure. Merci à vous, et continuez de nous suivre sur TikTok, YouTube, Insta, et on se dit comme d'habitude, les gars, peace. Peace. Peace.